Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission préférée, Chapitre et Carrière. Aujourd'hui, nous invitons une personnalité différente et nous allons aborder des sujets de par-ci et de par-là. Mesdames et messieurs, voilà notre invité. Monsieur, permettez-nous quand même de vous approcher un peu et de demander qui êtes-vous exactement. Bonsoir à tous. Voilà. Donc, moi, je suis Bahama Sangaré, jeune entrepreneur malien, coach formateur en informatique, tout ce qui concerne le développement personnel, la prise de parole en public. D'accord. Vraiment ravi de vous recevoir dans cette émission. Et nous allons, comme je l'ai dit, aborder tous les sujets que vous venez de citer sur vous, sur votre personne. Donc, nous allons simplement commencer par le développement personnel que j'adore énormément. Donc, je vais dire que aujourd'hui, dans notre vie, tout le monde a envie de vivre ou bien de donner un sens à sa vie, voilà, d'exploiter notre plein potentiel. Et à votre avis, quelle est la solution pour cela? Surtout que dans ce monde-là aujourd'hui, le quotidien, on est submergé par le quotidien. Nous avons des objectifs qu'on veut atteindre, mais l'on n'arrive pas, ou bien parfois même, nous mettons cela aux oubliettes. À votre avis, quelle est la solution pour ça? Moi, à mon avis, c'est que on doit, comme vous l'avez si bien souligné, avoir des objectifs fixes. Oui. Maintenant, ces objectifs, on doit mettre un plan de discipline. C'est-à-dire la discipline, elle est très primordiale pour pouvoir réussir ses activités. Quand on a des rêves à atteindre, on se fixe ces rêves-là et on essaie de matérialiser dans la tête comment on peut atteindre ces rêves. Et en atteignant ces rêves, il y a bien sûr un plan de structure qu'on met en place. En suivant ce plan, on doit tout d'abord être discipliné. Donc, la discipline, c'est la base. C'est-à-dire, on se programme chaque jour ou chaque heure, à pareille heure, j'ai telle activité à faire. Donc, on se maintient, on s'efforce à maintenir ce cap-là. Et aussi, vu que c'est un plan détaillé, c'est une structure, ça veut dire qu'on a divisé ce qu'on veut en étapes. On a matérialisé notre rêve sur du concret. Donc, on essaie de l'atteindre en suivant petit à petit ces petits objectifs chaque jour, ces objectifs journaliers qui vont nous permettre d'atteindre ce qu'on veut au final. Vous exigez au fait la discipline dans le travail et tout, mais parfois on est débordé comme je le dis. Parfois on est coincé entre la plume et, comme je vais dire, c'est le terme qui m'échappe, mais disons que nous avons tous des objectifs qu'on veut atteindre. Mais ces objectifs-là sont tracés, sont disciplinés. Exact. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler dans la vie. Forcément, ça va nous échapper à un moment donné. Donc, quel est votre avis sur ce point-là? Pourquoi des fois on oublie nos objectifs, en vrai? Bon, là, je mettrais plus dans le contexte de la distraction. Parce que pour qu'on puisse se permettre de divaguer sur nos objectifs, ça veut dire qu'on n'est pas d'abord très sûr de notre objectif, des différents objectifs qu'on a. Si je dis très sûr, c'est que quand tu es sûr de quelque chose que tu veux atteindre, coûte que coûte, les gens vont parler, tu vas attendre de nouvelles choses, tu vas rencontrer de nouvelles choses, ça c'est forcé, tu vas apprendre avec de l'expérience. Mais quand tu vois que si les nouvelles choses qui viennent te dérobent de ta route, ça veut dire que ce que tu voulais réellement, est-ce que c'est au fond de toi? C'est la bonne question à se poser. Si c'était au fond de toi, quels que soient les imprévus qui vont venir, tu vas t'adapter et continuer à vivre en suivant ton chemin. L'adaptation. Exactement. D'accord. Par rapport aussi à votre, disons, parcours, vous êtes en Tunisie. Exactement. Et qu'est-ce qui vous a motivé de sortir de votre pays? Vous êtes du Mali, voilà, à rappeler aussi, pour nos téléspectateurs et tout. Dites-nous, racontez-nous un peu votre parcours. Comment est-ce que vous avez quitté le Mali pour venir en Tunisie? C'est important. D'accord, à savoir que j'ai fait beaucoup de pays avant de venir en Tunisie. Exactement. Donc, au moins, moi, je suis un passionné de l'informatique. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, à bas âge, moi, quand tu me demandes qu'est-ce que tu veux devenir, moi, je te dirais tout simplement que j'aimerais être président de la République afin de pouvoir changer certaines choses que je vois dans la communauté qui ne me plaisaient pas. Mais j'ai vu en grandissant avec de l'expérience que c'est pas seulement qu'en étant politicien ou en étant président qu'on peut changer les choses. Donc, le changement devait d'abord commencer par mes habitudes, par ce que je faisais. Le changement devait se faire ressentir en moi. Tout à fait. Donc, pour ce faire, moi, j'étais un passionné de l'informatique. Donc, je me suis demandé comment l'informatique peut apporter à mon pays. Donc, de ce fait, vu que, à savoir que j'ai été élevé par mon oncle, mon père, qui est
informaticien. D'accord. Donc, ça a un peu nourri cet aspect à moi de la passion informatique. Maintenant, moi, je cherchais plus à automatiser tout ce qui concerne les processus pour au moins se réguler les entrées et les sorties de l'État. Donc, c'était ça l'objectif général. Maintenant, qu'est-ce que j'ai vu? Après l'obtention de mon bac en sciences exactes, j'étais à des universités, les publiques et les privées. D'accord. Les deux combinés? Les deux combinés, je faisais les deux combinés. C'est-à-dire de 7h à 17h, j'étais au public. Maintenant, de 17h à 21h, j'étais au privé. Certes, le temps de décalage de quitter le public, arriver au privé, j'avais ce retard-là de 30, des fois 15 minutes, l'intervalle d'arrivée à l'école privée. Maintenant, qu'est-ce que j'ai constaté dans les systèmes? C'est que nous, notre système est trop théorique. On n'a pas un stimulant de compétences dans nos différents systèmes. C'est-à-dire que moi, j'arrive à la deuxième année universitaire. Je m'aperçois que moi, je suis en deuxième année en développement et génie logiciel universitaire. Alors que quand on arrive en licence, c'est-à-dire à la troisième année, on est déjà apte à être sur le marché de l'emploi. Moi, j'allais obtenir une licence en développement et génie logiciel sans pour autant avoir les compétences nécessaires pour répondre aux besoins du marché. Sans pour autant pouvoir accomplir mes rêves, qui est au moins d'automatiser le service financier de l'État pour éviter les fraudes et autres. À la deuxième année, je me suis assis, je me suis posé la question au fait, mais en deuxième année, je ne peux pas concevoir une application mobile. Ah, mais comment cela peut se faire? Je ne peux pas concevoir une application web. Comment cela peut se faire? Même mettre en place un site web avec tant d'années d'études. C'est-à-dire 12 ans plus 2 ans qui fait 14 ans d'études. Mais je me suis rendu compte que jusqu'à la licence, on n'est que dans la théorie. Donc, c'est pourquoi j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que je ne vais pas faire des formations professionnelles? Est-ce que je ne vais pas faire ceci? Est-ce que je ne vais pas faire cela? Donc, je faisais aussi des formations professionnelles de côté. Je cherchais surtout des formations autodidactes sur YouTube, des formations des fois payantes sur YouTube pour pouvoir peaufiner mes compétences. Maintenant, au fil du temps, il y a l'opportunité de venir à l'extérieur qui s'est présentée à moi, donc je l'ai choisi. Et aujourd'hui, je suis en Tunisie ici. Donc, ce que j'ai remarqué ici d'abord, c'est que même pour avoir la licence, par exemple, il faut d'abord faire un examen de compétences, c'est-à-dire que tu dois passer d'abord dans une entreprise, faire un cursus de stage pour pouvoir avoir les compétences nécessaires, c'est-à-dire que tu as quitté le banc pour aller dans les milieux professionnels, pour t'acquérir de ce qui existe dans les milieux professionnels, pour que ça puisse te servir avant d'entamer même la procédure d'obtention de ton diplôme. Donc je pense que c'est ce volet qui m'a plus poussé à sortir de l'extérieur. Ce que l'extérieur m'a appris, c'est que tout est accessible. Tout à fait. Et tout, c'est la volonté, mais nos pays doivent revoir notre système. Et c'est quelque chose qui est très fréquent, surtout en Afrique francophone, du partie de l'ouest de l'Afrique. Et la théorie est beaucoup plus. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous envisagez comme solution par rapport au changement qu'on doit avoir dans le cursus scolaire? Bon, les changements qui doivent être faits dans les cursus scolaires, c'est que d'abord, il faut d'abord étudier le pays. C'est-à-dire, si je dis étudier le pays, c'est pas de mettre en place des universités en nombre. Il faut des universités en qualité, certes, mais les filières doivent être adéquates aux besoins du pays. Là, actuellement, il se peut que nous, on a besoin des gens dans l'informatique. On a besoin de plus de personnes qui font les maths. On a besoin de plus de personnes qui font dans la gestion. Mais pour des systèmes de facilité, il y a certaines filières qui ne sont pas adéquates à l'Afrique. Il y a beaucoup de systèmes, il y a beaucoup de filières qu'on étudie en classe dont l'Afrique n'a pas besoin de ça pour l'instant. Donc, au lieu de se focaliser sur ces systèmes, mieux vaut réadapter nos filières de formation au contexte réel de nos pays et se fixer des objectifs concrets, pour pouvoir les atteindre. Moi, je propose plus qu'on mise plus sur la pratique, c'est-à-dire pourquoi pas ne pas opter pour des formations professionnelles. C'est-à-dire les études universitaires sont trop longues. C'est-à-dire faut temps d'avoir les licences, master et autres. On te dit d'abord qu'au Mali, le pourcentage, je pense, c'est 30% de personnes qui ont étudié en quelque sorte. Le pourcentage des lettrés. Donc, tu vas trouver que la majeure partie des gens qui vont à l'école sont des enfants de pauvres. Je m'excuse du terme, qui n'ont pas assez de moyens. Donc, du coup, ces enfants, toute la famille repose sur le dos de ces enfants-là. Donc, on a une pression sociale d'abord derrière l'enfant. Donc, l'enfant doit grandir avec la pression où c'est moi qui dois prendre la famille. On te dit que la richesse de la famille doit venir de moi. Tout le monde se dit ça. Non, c'est moi, tout le monde compte sur moi, donc je dois faire mes preuves. D'abord, ça enlève l'enfant du contexte de son enfance. C'est-à-dire, il ne vit pas l'enfance. Il ne vit pas l'expérience qu'il doit vivre, mais il commence déjà à être grand étant enfant. Tu vois? Donc, moi, je propose plus
qu'on aille vers les formations professionnelles. Parce que, à savoir que nos universités, ils nous donnent des licences, des masters, c'est 5 ans d'études après le bac, c'est-à-dire tu fais à peu près 15 ans d'études. Et en réalité, c'est pour finir chômeur s'il faut choisir certaines filières qui sont enseignées, dont le pays n'a pas besoin. Et que le marché, je ne dirais pas que c'est saturé, mais il n'y a pas de nouveautés de création dans nos différents pays. Donc, pourquoi ne pas miser sur les formations professionnelles, les formations de compétences, et pour stimuler la compétence des jeunes. Par exemple, dans mon domaine qui est l'informatique, un informaticien, c'est ça, très généralement vous vous dites que l'informaticien n'a pas besoin de travailler avec quelqu'un, parce qu'il maîtrise déjà son outil, il peut mettre des systèmes en place qui peut lui rapporter. Donc, s'il voit qu'il cherche du travail, il ne trouve pas, il peut réfléchir à un système qui peut lui permettre au moins de nourrir sa famille. Vous voyez, donc moi je propose qu'on puisse aller plus vers ces systèmes où on met plus les pratiques en avant, la compétence en avant, plus que les papiers. Aujourd'hui, pour faire profiter aussi, pour ceux qui vont regarder cette vidéo, disons que vous formez des jeunes sur, je ne sais pas si c'est en ligne ou si c'est présentiel, comment ça se passe? Bon, les formations en Tunisie, je les fais en présentiel dans des universités comme l'Université méditerranéenne. D'accord. Mais tout ce qui concerne les formations précédentes que j'ai eu à faire, c'est en présentiel au pays. Donc, mais j'envisage dans le futur de faire des formations en ligne. Surtout, il y a déjà une plateforme en cours de création pour cela, pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir avoir accès à nos formations. D'accord. C'est excellent. Quand même, revenons encore toujours sur le développement personnel. Et aujourd'hui, nous voyons que comment rester tout le temps motivé aussi. Par rapport au domaine de la vie, comment réussir sa vie et tant d'autres. Il y a plusieurs coachs qui vont nous donner des conseils et autres. Mais comment rester tout le temps motivé, malgré le fait qu'il y a de ces journées qui sont vraiment sombres dans notre vie. Et comment rester tout le temps dynamique, pour pouvoir poursuivre ses rêves. Bon, pour rester tout le temps motivé, je ne dirais pas que c'est possible. Je ne dirais pas que c'est possible parce que à tout moment, on peut divaguer. Mais l'objectif, je dirais, de travailler son mental. Il faut avoir un mental d'acier. En disant avoir mental d'acier, je fais référence plus au fait que les objectifs sont déjà fixés. Vu qu'on doit atteindre ces objectifs, pour ne pas en quelque sorte divaguer dans les différentes activités, il faut toujours s'assurer d'abord que tu es en train de progresser à petit feu. C'est-à-dire, tu sens que tu es en train de progresser en soi, en quelque sorte. Aujourd'hui, tu as des activités à faire, tu entames l'activité, tu vois que les objectifs que tu t'es fixés pendant cette journée ont été atteints. Donc, ça peut te permettre de dire, au moins, je vois une avancée de ce que je fais. Donc, ça peut te permettre de rester motivé. Mais toi, tu peux commencer à travailler 2 ans, 3 ans, des mois, tu ne vois pas de résultats. Donc, tu te dis que non, ce que je fais, ça n'a pas d'importance. Donc, il y a un fort potentiel ou risque en quelque sorte que tu divagues. Tout à fait. Donc au lieu de divaguer, je propose au moins que tu puisses mettre des tâches journalières pour éviter en quelque sorte de voir, tu vois ton avancée à petit feu. Mais si tu dis, toi tu veux atteindre le sommet directement, tu veux voir le résultat direct. C'est la patience au fait. C'est la patience, le mental, et il faut être sûr vraiment de ce qu'on veut. Le leadership. Le leadership surtout. Travailler, la discipline, ça va de mèche. Donc on doit au moins dire que je vais atteindre ce but-là. Donc je vais travailler pour que cela puisse être une réalité et non un rêve. Maintenant, le concept où je dirais que les gens puissent se dire que non, actuellement, j'avais des objectifs, mais j'ai eu ceci, cela qui me permet de... Moi, je dirais plus faut franchement, plus travailler le mental. Moi, j'ai de la chance de vous recevoir encore. Je réitère cela. Vous êtes jeune et vous inspirez certainement une forte jeunesse parce que avoir cette mentalité-là que vous êtes en train d'exprimer aujourd'hui, aujourd'hui, ça nous manque des personnes qui vont nous inspirer. Ça nous manque au fur et à mesure qu'on va recevoir comme ça comment la mentalité de cette jeunesse-là peut changer aussi. Dites-nous aujourd'hui la jeunesse, par rapport à la jeunesse africaine, quelles sont les voies et les moyens qu'on peut adapter chez nous pour qu'on puisse aller vers l'émergence. Je parle aussi du côté, mentalité jeune, mentalité de développement. C'est vrai qu'on est parfois pessimiste dans notre pays. On se dit qu'on n'a pas toutes les opportunités qu'il faut.
Mais aujourd'hui, quand même, il y a un changement qui est en train de se produire. Effectivement. À votre avis, qu'est-ce que l'on doit faire? Simplement par rapport à la jeunesse. Hein. Bon, simplement par rapport à la jeunesse, je disais que de un, d'abord, faut travailler la conscience. Oui. De un. La mentalité a un très grand rôle à jouer dans ce que vous êtes en train de dire. Actuellement, nous, on pense que pour réussir, c'est-à-dire, selon nous, la définition de la réussite même d'abord, c'est être bien sapé, c'est-à-dire que tant qu'on te va, tu es clean, tu es propre. Clean, oui. Ensuite, tu as une voiture. Oui. Après, tu as une maison et tu t'es marié. Oui. Donc, très généralement, nous, notre concept de réussite, c'est ça. Oui. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça le concept de réussite. D'accord. Le concept de réussite, c'est en quelque sorte, comme je l'ai dit, tu peux au moins te dire que tu as apporté quelque chose de bénéfique à ton pays. Et comment tu peux faire cela? Oui. Tu peux créer une société. Tout à fait. Tu peux chercher des compétences et mettre au service d'une société. Oui. Donc, moi, je pense plus qu'on doit travailler sur ce mental. Au lieu de dire que avoir tel ou tel matériel, ça veut dire que j'ai réussi. Tout à fait. C'est de se poser la question, qu'est-ce que moi j'ai fait actuellement qui a permis à mon pays au moins de passer ce cap? Tout à fait. Donc, aussi, à savoir que je ne sais pas si c'est un concept d'infériorité qu'on a ou autre, mais l'Africain ne rêve pas grand. Surtout l'Africain subsaharien, surtout le contexte de l'Afrique de l'Ouest. Oui. On ne rêve pas grand. Quand tu viens, par exemple, tu dis à un de tes parents, non, moi je vais au moins faire décoller un jour un fusée aussi en Afrique. Oui. Mais on va se moquer de toi. Tout à fait. On va rire de toi. On va dire non, toi tu es un fou. Oui. Alors qu'en réalité, tant qu'on ne rêve pas grand, on ne peut pas réaliser grand. Tout à fait. Et chez nous, tu vois des jeunes, par exemple, en informatique qui se disent que non, bon, il faut que je finisse d'étudier, j'ouvre un cybercafé. Oui. Alors qu'on doit se dire... Est-ce qu'on n'est pas en train de limiter quelque part nos pensées? Exactement, nos pensées sont limitées, on ne pense pas grand. Donc on doit dépasser ce cap-là, de dire que tout ce que ces gens-là sont en train de faire, on peut le faire. On les a côtoyés, on est sortis, on les a vus. Oui. Au moins, on a la même intelligence qu'eux. On a vu que si on les met sur le même terrain que nous, on les bat. De très loin. Donc, et on ne doit pas passer à la victimisation, dire que tel gouvernement ne nous a pas aidés. Voilà, ce côté aussi, c'est vacant, hein, parce que ce qu'on se dit, il faut que l'État puisse nous donner les opportunités, c'est vrai. C'est bien que l'État nous offre des opportunités, par exemple des bourses et autres. Mais est-ce qu'à chaque fois, on doit tomber dans la victimisation, dire que telle personne ne nous a pas aidés pour qu'on développe telle activité et tout? On ne doit pas tomber dans la victimisation, parce que trop se plaindre, c'est à peu près la faiblesse. Donc, si vous rencontrez une situation et que vous essayez en quelque sorte de sortir de cette situation, se plaindre ne fera rien. C'est de passer aux actes. Ah, je rencontre tel problème. Comment je peux résoudre tel problème en faisant ceci, en faisant cela. Maintenant, il y a un problème où on doit souligner aussi. C'est-à-dire que le travail bien fait doit toujours... ça va avec le matériel. Par exemple, pour organiser ce podcast actuellement, on a des micros, on a la caméra, on a tout ce qui concerne la luminosité. Donc, on a mis en place... On a notre régisseur. Exactement. Donc, on a mis en place une structure, en quelque sorte, qui permet de faire cela. C'est-à-dire, très généralement, vous voyez que dans le domaine informatique, quand les gens finissent d'étudier à l'extérieur, ils restent là-bas. Pourquoi? Parce que l'environnement est adéquat. Il y a toutes les infrastructures nécessaires pour pouvoir s'épanouir en tant que développeur là-bas. Tu vois? Moi, très concrètement, c'est un exemple franc que je te dis. Un exemple franc. Tu vas dans nos pays, concrètement dans le cas du Mali. Par exemple, tu vas rencontrer sur le Gabon des gens qui développent des plateformes. La même plateforme, tu développes pour une personne au Gabon à 700 000 francs CFA. Mais au Mali, quand tu dis 250 000 francs CFA, c'est un problème. Ils vont te dire non, c'est trop, toi tu veux aller à la Mecque. Tout à fait, tu veux t'enrichir. Exactement. Donc l'infrastructure, elle est très nécessaire. Donc l'État doit jouer ce rôle aussi de pouvoir mettre en place des systèmes qui peuvent catalyser au moins la création et le maintien des champions. C'est-à-dire nous, on ne sait pas créer des champions. On ne sait pas maintenir une tête intellectuelle. On laisse toujours nos intellectuels fuir. L'Afrique des cerveaux. L'Afrique des cerveaux. Donc moi, je me dis que nous, on a une compétence. Oui. Mais au lieu de, à chaque fois, prendre nos meilleurs, les envoyer à l'extérieur, étudier, certes, on ne doit pas fermer ces volets où on doit s'ouvrir au monde, connaître les réalités du monde. Si moi je parle comme ça veut dire que je suis sorti, j'ai vu la réalité, donc je me permets de faire ces arts de jugement-là. Mais l'État doit pouvoir mettre en place des systèmes
pour catalyser d'abord les compétences, mais de pouvoir retenir les champions, c'est-à-dire les intelligents, de les former, de les cadrer et de les mettre au service de l'État, au lieu de les former et de les mettre au service des autres pays, comme les pays développés. Par exemple, chez nous, les meilleurs, leur place est en France, et les meilleurs des Français, leur place est aux États-Unis. C'est un système. Donc, pourquoi nous, on ne met pas un système où l'État met en place un catalyseur nous permettant au moins de faire un retour impeccable au pays. Tout à fait. Donc, c'est dans ce contexte où moi, je dis que l'État... En nous offrant toutes les opportunités nécessaires qu'il faut. Bon, les opportunités se créent. Oui, tout à fait. Mais Ça aussi. l'environnement, l'État doit mettre en place un environnement nous permettant de nous épanouir. Tout à fait. Pas seulement les informations, dans n'importe quel domaine, on doit avoir un système adéquat dans lequel, quand on sait qu'une fois dans le système, on peut réussir. Donc, nous, on peut... Par exemple, nous... En informatique au Mali, quand tu rentres, tu vas juste chercher une grande boîte dans laquelle investir. Oui. Et donc, l'État doit mettre en place des objectifs fixes, c'est-à-dire des objectifs fixes, aider les jeunes à mettre en place leurs compétences et à faire valoir ce qu'il vaut. Là, actuellement, tu vas trouver que nous, on finit nos études, on a plein de projets, plein de projets, on rentre au pays. En étant très surexcité, on va faire cela, on va faire ceci, on va faire cela, mais une fois au pays, on se va bloquer par des systèmes politiques. Si je dis des systèmes politiques, par exemple, tu vas trouver que moi, j'ai par exemple un programme pour l'État. Pour pouvoir atteindre l'État, c'est tout un problème. Tout à fait. Et quand tu atteins l'État aussi, on va juste te dire oui. La seule chose qui peut marcher, est-ce que ce n'est pas le divertissement en Afrique? Exactement. Certainement, il faut l'évoquer. Le paradoxe même qui me tue actuellement, c'est que dans nos pays, quand tu amènes un projet majeur, on te dit non, toi, tu n'es pas là pour réussir. C'est-à-dire, pour avoir un investissement fiable au pays, c'est toujours dans les divertissements. Si ce n'est pas que tu es en train d'organiser des concerts, des comédies, tu ne vas pas avoir quelqu'un pour te financer parce que la personne se dit que c'est dans les divertissements que son nom va partir. Tout à fait. Alors que quand tu as un projet concret, personne ne te finance. Au moins, ceux qui financent aussi ne te croient pas. Donc, comment tu vas faire? Tout à fait. Il y a des génies, il y a des inventions, mais ce n'est pas soutenu. C'est pas soutenu. À vrai dire. Quand ce n'est pas divertissant, ce n'est pas soutenu. Et les structures qui sont là aussi pour soutenir, par exemple, moi j'ai rencontré un fléau, c'est-à-dire au Mali, un fléau où les jeunes se permettent d'en faire... ils font des arnaques dedans en quelque sorte. Ils ont vu que la jeunesse veut vraiment se former. Donc, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? C'est un système, je pense, avec En tout cas, il y avait un nom d'un ministère de l'État quand même qui était combiné au truc là. Je ne sais pas si ils ont mis ça pour attirer la confiance ou quoi, mais ils ont dit que c'est une formation. Après la formation, on va vous recruter pour un travail comme ça. La formation elle est à 15 000. Et le nombre de personnes qui s'inscrivent à la formation, je pense, si tu me demandes, moi j'allais te dire tous les jeunes de Bamako se sont inscrits. Après la formation, tout a disparu, on n'a rien vu. D'accord. Vraiment, à vous vouloir écouter, on va passer toute une nuit ici à évoquer des sujets, à évoquer des problèmes, à des solutions aussi. Mais disons juste une dernière question avant de terminer ce podcast. Disons qu'aujourd'hui, tout le monde est à la recherche, je ne sais pas, de la fonction publique. Dans mon pays, quand même, c'est ça. Tout le monde veut intégrer l'État. Parlons de l'entrepreneuriat. C'est un sujet aussi fascinant où l'on se dit qu'on peut créer quelque chose. Parce que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Donc, au fait, la partie intégrante aujourd'hui de la jeunesse a envie d'aller au sommet de l'État. Et vous, vous êtes entrepreneur. Quel est votre avis par rapport à cela? Bon, moi, je dirais d'abord que tout entrepreneur sans ambition politique est un criminel en formation. Là, c'est de 1. De 2 aussi, je dirais que... Attends, répétez cette citation, en fait. C'est intriguant. Tout entrepreneur qui n'a pas une ambition politique derrière, c'est un criminel en formation. C'est parce que l'entrepreneuriat, quand on est entrepreneur, on est appelé à au moins travailler dans des structures qui sont au moins colossales. C'est-à-dire que dans le temps, dans le futur, quand tu réussis dans l'entrepreneuriat, ton entreprise influence sur le développement du pays. Il y a certaines décisions qu'on ne peut pas prendre sans te faire appel. Tu es un opérateur économique du pays. Donc, dans ce sens où, si tu n'as pas une ambition politique, c'est-à-dire une réflexion politique là-dessus, tu es un criminel en formation parce que tu peux profiter de ton entreprise pour faire du mal à l'État. Et je dirais aussi que tout le monde n'est pas né ou tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur. C'est-à-dire, d'après les Camerounais, on dit que c'est le cardio. Le cardio. Faut avoir le cardio. Faut avoir le cardio. Tu peux commencer. Il y a des gens qui ont passé 10 ans dans l'entrepreneuriat sans être connus, sans réussir. Mais pourquoi il n'a pas lâché? Il s'est maintenu.
Donc, il s'est adapté, il a continué à survivre, il a continué à progresser. Oui, aujourd'hui, il est dans les fruits de ce qu'il faisait depuis 10 ans. Mais maintenant, toi, tu penses que l'entrepreneuriat, c'est facile, tu viens, tu te plonges dedans sans savoir que, d'abord, Donc, pour être entrepreneur, est-ce que l'on doit faire des études pour ça? Est-ce que l'on doit suivre des formations ou des séminaires en amont? Bon, il y a des universités, par exemple, qui offrent des cursus entrepreneuriaux. D'accord. Donc là, c'est envisageable. Il y a des formations aussi. Mais pour être entrepreneur, moi, je dirais plus, il faut d'abord être en mesure d'abord de pouvoir gérer une activité. C'est-à-dire l'activité dont tu veux. Quand tu cibles l'activité, tu as l'activité maintenant, tu cherches à savoir quels sont les domaines dans lesquels tu dois te former parce que la formation, elle est nécessaire. On ne peut pas s'élever directement et se lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, je vais me lancer dans tel truc, je vais me lancer dans tel truc. De façon analphabète. Oui, tout à fait. Pour entrer d'abord dans une activité, il faut étudier tous les aspects. Est-ce que je peux faire, j'ai besoin de telle chose, j'ai besoin de telle chose. Tu te lances dedans, tu te formes. La formation, elle est toujours continue dans l'entrepreneuriat. À chaque fois que tu avances, tu vas rencontrer des obstacles. Et c'est ces obstacles-là aussi qui te forment. Et ça, c'est la meilleure des formations. Tout à fait. Et la question que je pose, la plupart des entrepreneurs ou des coachs de développement personnel et autres, est-ce qu'on peut commencer avec 0 francs en entrepreneuriat? Les fameux mythes. Les fameux mythes. Parce que tout le monde dit, moi, j'ai commencé avec 0 francs, j'ai grimpé. Est-ce que c'est la réalité ou bien c'est juste une manière de dire que chacun a sa façon de voir avec le fait de commencer à 0 francs. D'autres peuvent se dire qu'ils ont commencé à 0 francs. Par exemple, vous pouvez vous dire que vous avez commencé à 0 francs quand vous prenez votre téléphone, vous filmez, vous dites 0 francs parce que selon vous, le téléphone n'est pas un investissement pour vous, mais vous avez mis de l'argent dans le téléphone. Tout à fait. Vous avez au moins eu à dépenser, vous avez au moins eu à faire des déplacements. Mais dire qu'on peut commencer avec 0 francs, non, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que d'abord même le simple fait de réfléchir, mais nous, ce sont nos idées qu'on vend. C'est nos idées qu'on matérialise pour vendre. Même avoir une idée, c'est pas 0 francs. Vraiment, le temps, on te dit que le temps, c'est l'argent. C'est de l'argent. Tu as ton temps, après c'est ton temps, tu vas monétiser et tu dis 0 francs. Donc ton temps ne vaut rien pour toi. Mais pour dire que commencer à 0 francs, ça dépend du contexte. Donc tu peux te dire que pour toi, ce que tu as mis dedans, ce n'est rien. Donc tu peux dire que tu as commencé à 0 francs. Et en termes aussi d'investissement, dire que moi j'ai commencé à 0 francs, ceci, cela. Et 0 peut avoir quoi? 0 francs peut avoir quoi? Rien, je crois. Donc, je pense que c'est un mythe. Nous sommes éclairés, mesdames et messieurs. Vraiment, ce podcast allait être très, très long, peut-être 2 heures, je ne sais pas. Mais vraiment, très, très ravi de vous recevoir dans cette émission. De même. Voilà, dans ce podcast. Merci, on se reprend, je ne sais pas, très bientôt. Très, très bientôt, Inch'Allah. Merci à vous. Merci. Et merci au régisseur, Gilbert qui est là. Voilà. Un coucou derrière.